Tefisaka angambanga na kwaya kozangisa. Matondo. Jamaa. Yébo millionnaire, faux millionnaire, c'est l'un des plus vieux titres de la rumba congolaise. Le chanteur avait vu juste, au cœur du continent africain, on se sent riche sans vraiment l'être. Nous sommes dans la province du Kasaï oriental, une zone minière qui a longtemps été interdite aux étrangers, une zone qui fournit le tiers des diamants industriels du monde. Capitale du Kasaï oriental, Mbuji-Mayi. 3 millions d'habitants, 100 fois plus qu'à l'indépendance. Un contraste permanent entre la pauvreté environnante et les marchés de diamants à ciel ouvert. On vous appelle ici, papa. 3 millions d'habitants qui se sont agglutinés au fil des ans autour des mines de la région. Et d'une société, la Miba, la minière de Bakwanga. Sans la Miba, Mbuji-Mayi n'existerait pas. Comprendre la décadence de Mbuji-Mayi, c'est comprendre la faillite de la Miba. Une tragicomédie de l'Ouest congolais, avec dans les rôles principaux le gouverneur de province, ça, c'est la Kimberley, le président de la Miba, qui contient les diamants. le député, l'ancien militaire britannique, l'homme d'affaires israélien et son Excellence, le président Joseph Kabila. À l'entrée du polygone minier, non loin du centre de Mbuji-Mayi, un panneau un peu vide donne le ton de la baisse d'activité. Certes, on travaille encore jour et nuit dans une zone de 40 km² exploitée depuis 1914. Mais on est bien loin des teneurs en carats des années 50. Jadis premier producteur mondial de diamants, la République démocratique du Congo a été reléguée au 7e rang. La Miba fournit encore 3% de la production mondiale, mais l'outil de production a vieilli. La Miba est au bord de la faillite. De 1914 à 1961, la production, la période belge de la colonisation, la production est ascendante. Elle est remontée. À partir de 1961, après l'indépendance, jusqu'à date, jusqu'à aujourd'hui, la production est descendante. Qu'est-ce qu'il faut faire? La production étant descendante, il y a un seuil de rentabilité d'une production. Si vous êtes en deçà, vous êtes droit à la mort. Parce que vous êtes négatif, vous ne saurez pas honorer vos engagements. Depuis 1991, la Miba est en deçà du seuil de rentabilité. Donc ça fait 15 ans, année par année, nous sommes en deçà du seuil de rentabilité. Et à ce moment-là, que vous le vouliez ou pas, la machine se bloque. La machine se bloque et ce sont les habitants de Mbuji-Mayi qui sont les premiers à le payer. Après le patron de la Miba, nommé par le président Joseph Kabila, c'est le gouverneur qui est l'homme le plus important en ville. Cet opposant, proche de Jean-Pierre Bemba, dirige une province aussi grande que la France. Il se plaint de n'avoir quasiment aucun budget.
la province n'a pas du tout d'argent. Nous avons osé les 2 dernières années un défi qui était au-delà de ce que nous avons comme possibilité. Nous avons osé, je le dis vraiment en pesant mes mots, oser faire une route de 5 km qui est maintenant à 2,5 km. Avec les sous de la province, c'est du jamais fait. Et nous avons osé construire un bâtiment qui devait se faire en une année, mais avec toutes les difficultés financières que nous avons connues, nous le faisons sur 3 ans. Moi, je donne toujours un exemple banal. La ville Miba, celle qui est derrière nous, elle avait été construite entre 49 et 50. Mais depuis là, la Miba n'a plus jamais rien fait, jamais. Où est parti l'argent du diamant pour améliorer l'infrastructure de la ville? Nulle part. Le barrage hydroélectrique qu'on a, c'est un barrage qui date des années 60, je crois, et plus, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut nous dire pourquoi on n'est pas en mesure d'accroître la capacité de la production d'énergie pour satisfaire aux besoins? Parce que le barrage a été construit pour la Miba et pour la ville Miba. C'était suffisant dans le temps. Mais la population s'est démultipliée et les besoins aussi. À Mbujima, l'électricité est un luxe. Sans groupe électrogène, difficile de travailler. Pour comprendre la décadence de Mbujima, il faut remonter dans l'histoire de la Miba, le premier employeur de la ville. Les directeurs se succèdent, mais très vite, les mauvaises habitudes s'installent. Dès l'indépendance, une certaine culture de gestion s'impose. Sous le maréchal Mobutu, les entreprises publiques financent directement le parti au pouvoir. La Miba devient la vache à lait du pays. Les députés congolais n'ont plus peur aujourd'hui de dévoiler ses pratiques. L'État a fait des prélèvements, a fait des ponctions. Depuis l'époque du président Mobutu, la Miba était, si vous voulez, la poche du président de la République. Le président Mobutu, cela s'entend. La Miba était la mère nourricière du gouvernement, alors qu'elle devait fonctionner comme une société privée, même si elle est une société d'économie avec 80% de capitaux appartenant à l'État. On a connu toute cette pratique des acomptes fiscaux, c'est-à-dire en fait, au lieu d'attendre la fin de l'exercice fiscal pour que la Miba fasse ses comptes et paye à l'État des droits fiscaux, on a exigé longtemps à la Miba de faire des avances sans savoir si réellement à la fin d'exercice il y aura un bénéfice ou non. Et les prélèvements ont été à des niveaux très 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 élevés. En 1997, Laurent Désiré Kabila fait tomber le maréchal Mobutu. Un héros national qui entraîne avec lui 5 ans de guerre, 5 ans de souffrance pour l'économie du pays. Affaiblie par la gestion mobutiste, la Miba va ensuite payer le prix de la guerre. Quand il y a la guerre, il y a perturbation. Dans une zone où il y a la guerre, il y a perturbation, il y a l'armée, il y a les sisi. Le travail ne se fait pas correctement, les exportations ne se font pas. Alors à ce moment-là, oui, vous avez des souffrances. Nous avons perdu beaucoup de véhicules, beaucoup de camions qui sont partis avec le fuyant. Ceux qui étaient là ont pris beaucoup du charroi automobile est parti avec. Et le dispatch avec des radios, des ordinateurs ont été pillés parce que les polygones étaient vides. Il y a eu un prix à payer. Et ça a été très dur. Au Parlement congolais, on pense que le prix de la guerre est bien plus élevé qu'on ne le croit. Une commission d'enquête avait révélé de nombreux abus dans les contrats signés pendant la guerre. C'est le député Christophe Lutundula qui l'avait dirigé. Il a longtemps travaillé sur une société dénommée Sangamine, une société qui avait été créée par l'État à partir d'une concession arrachée à la Miba dans le cadre de l'effort de guerre. La Sangamine a été conçue au départ comme une association, gouvernement, pour ne pas dire État congolais et État zimbabwéen, afin d'obtenir les moyens de financer la guerre à laquelle devait faire face le gouvernement de Laurent Désiré Kabila. Sur le fond, c'est que
la MIBA a été obligée de céder un pan important de son patrimoine minier, estimé pratiquement à 45% de ses réserves minières. Et la Sengamine a fonctionné sans payer les droits douaniers et autres droits fiscaux à l'État congolais. Et la Sengamine a même exporté du gravier. Aucun contrôle, en tout cas, la Sengamine n'a rien versé à l'État congolais. L'entreprise bénéficiait par contrat d'une exonération totale de toute forme d'impôt. Elle n'a donc rien rapporté au pays, rien non plus à l'Amiba qui n'a jamais pu récupérer ses terres, dont un gisement kimberlitique considéré comme le plus prometteur du monde. Quand l'entreprise a fait faillite, le site a été revendu à un privé pour 10 millions de dollars. Ce qui est arrivé à la Sengamine, c'était de l'improvisation, c'était de l'amateurisme. Dans ces conditions difficiles pour la population de résister à l'attrait des diamants de l'Amiba, ils sont des dizaines de milliers à pénétrer tous les jours dans les mines à ciel ouvert pour dérober quelques pierres. Régulièrement arrêtés par les services de l'Amiba, ces clandestins reviennent. Nous entrons au polygone pour... Nous ne pouvons pas voler dehors. Nous venons parce que nous sommes déjà fatigués. Ici, c'est l'Amiba. C'est une société. S'il y avait de l'emploi, ici, nous ne pourrions pas venir. Une brigade minière de 400 policiers ne contrôle plus rien. Des gangs armés opèrent jour et nuit dans la concession. On les appelle les suicidaires. Les échanges de tirs font partie du quotidien, une anarchie qui s'installe au cœur des concessions MIBA. Cette histoire, il faut la suivre. Ces enfants souffrent. Il y en a beaucoup.